Spectateur, c'est un film qui m'a été proposé. C'est mon premier film de commande. Et le paradoxe, c'est que c'est en même temps un film outrageusement personnel. C'est-à-dire, le film est né d'un dialogue avec Charles Gilibert, que je ne connaissais pas à l'époque, et qui m'a contacté en disant: est-ce que vous ne voulez pas faire un documentaire sur les salles de cinéma? Le documentaire, je ne sais pas faire, les salles de cinéma, je ne sais pas quoi dire. Et en fait, ça venait par des lectures de Charles, qui aimait beaucoup Stanley Cavell, qui est un obscur philosophe américain que j'ai eu la chance de connaître. Et il savait que j'étais un lecteur très admiratif de Cavell. Et voilà. Et donc, du coup, pendant le week-end, je me suis dit: je vais dire non, je vais dire non. Et je n'ai pas pu m'empêcher de noter des bouts de trucs pendant 2 jours comme ça. Et le lundi, je lui ai envoyé en disant: alors voilà, ce que je pourrais faire, ce ne serait pas un documentaire, il y aurait un peu de documentaire, mais ce ne serait pas un documentaire, ce serait un peu une fiction, mais ce ne serait pas de la fiction, ce serait un peu une autobiographie. Mais ce n'est pas une autobiographie, ce sera un essai avec une cascade de films. Donc c'est impossible, parce que ça va être infinançable. Charles Gilibert m'a répondu: impérial, ne vous occupez pas de ça, c'est moi qui m'en occupe. Et du coup, je suis parti dans le processus d'écriture pour faire ça. Donc tout était écrit avant, il y avait même tous les extraits de films. Vous voyez, on allait piquer des photos par internet, des affiches, des films qui seraient cités, etc. Minority Report, machin, etc. Il y avait tous les petits photogrammes comme ça pour que le producteur et la production puissent commencer à chercher pour les droits. Et après, très vite, j'ai su que ce serait moi qui jouerais le narrateur, et c'est Mathieu Amalric qui joue le narrateur dans sa version anglaise. Voilà, il a dit le texte que j'avais écrit. Mais quand moi j'ai commencé à dire le texte, comme je ne suis pas acteur, à la différence de Mathieu, je ne sais pas le faire dans un studio. Donc on m'a amené dans un studio avec un micro, j'arrivais à rien, je ne savais pas le faire, moi je ne sais pas jouer. Moi. Et donc j'ai des bouts de texte que la monteuse m'apportait, et j'étais dans la salle de montage, des fois c'était avec un téléphone portable, c'était la monteuse qui tenait le téléphone portable, et je regardais les images. Et avec mon texte, je me laissais, je pense en particulier au chapitre sur Misty Upham, qui est un article qui a une partie qui m'importe énormément dans le film, qui est une actrice amérindienne que j'ai connue, et sur la représentation des Indiens au cinéma. Et je me laissais affecter par les images que je voyais. Donc je changeais, je ne disais pas ce qui était prévu. Donc du coup, plutôt qu'un art de l'improvisation, du documentaire, ce que je ne sais pas faire, parce que je ne connais pas les gestes, c'est d'autres gestes que j'ai appris, c'est l'art de l'imprévu, c'est-à-dire du changement, tout d'un coup de prendre une route qui n'était pas prévue. Et, voilà. Et donc du coup ça s'est fait basé sur un texte écrit, mais avec une charge émotionnelle, parce que je me laissais affecter par les images, surtout pas seulement, mais en particulier dans les scènes les plus sur des gens que j'ai aimés, sur les tombeaux, les gens que j'ai aimés qui ne sont plus, Misty Upham, Claude Lanzmann, ça, bah, j'ai pas dit ce qui était prévu, quoi. Et cet art de l'imprévu, c'est ça dont j'adore cette petite scène où Dominique Paigny il montre un tableau comme ça qui ressemble à rien. On voit une petite dame qui est assise sous un arbre, et puis il montre une autre dame qu'on n'avait pas vue, qui est à droite cadre, et dit: voilà, le cinéma c'est quand ça survient. Voilà. Ben, ce qui survient, c'est ce qui est le texte que j'ai dit au montage, qui n'était pas prévu à l'écriture. Bonjour mademoiselle, bonjour madame. Merci. Merci. Il y a des bouts autobiographiques, bien sûr, je me sers toujours de moi dans mes films. Merci Paul. C'est gentil. Merci. Mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est un déguisement. Je me déguise, ma vie est beaucoup plus inintéressante que celle de Paul Dédalus. Donc je me déguise en Paul Dédalus. Et même j'aime bien à penser, puisque j'apparais dans le dernier plan du film, c'est comme si j'étais jaloux de toutes ces actrices et acteurs qui ont incarné Paul Dédalus pendant le film, et que j'ai envie de dire: mais moi aussi je peux jouer le rôle de Paul Dédalus. Et donc à la fin, j'apparais, je fais partie de la succession des Dédalus. Mais oui, j'aimais bien utiliser ce masque, et je trouvais que Dédalus, pour un jeune homme qui est un peu perdu, et pour un film qui a une structure labyrinthique, c'était un bon nom, quoi. Alors, je me suis dit: je vais revisiter Paul Dédalus. On revisite dans la scène avec Sam Chemoul, on revisite le triangle amoureux de comment je me suis disputé. Et donc du coup je venais revisiter, je repassais sur mes traces, puisque Paul Dédalus était le héros de comment je me suis disputé avec Mathieu Amalric. Et plus tard, sur 3 souvenirs de ma jeunesse, c'était une nouvelle incarnation de Paul Dédalus. Au cinéma, chaque spectateur achète son ticket, et c'est comme un bulletin de vote.
Ainsi, chaque spectateur délègue son point de vue au cinéaste. Dans une salle de cinéma, nous partageons tous un point de vue, celui qui a été enregistré par la caméra. Moi, ma vie, le chemin, la voie royale, et c'est même d'avant la Nouvelle Vague, mais enfin la Nouvelle Vague a marqué ça de son sceau, la voie royale pour devenir réalisateur, c'était être critique de cinéma. Hein, Truffaut, Godard, Chabrol, Romer, etc., etc. Et moi, je ne l'ai pas été. Je ne l'ai pas été pour une raison. À un moment, on voit avec Michel Lescaut qui donne un cours de cinéma. Moi, quand je suis arrivé à Paris, j'allais à Sancier, et il y avait Serge Danet, Pascal Canet, Pascal Bonizère qui donnaient des cours. Alors évidemment, moi je me disais, les mecs, ils ont bac plus 12 quoi, pour écrire au cahier du cinéma, c'est impossible. Moi, j'y arriverai jamais. Moi, j'ai juste mon bac. Vous voyez, j'avais 17 ans, donc ça m'a impressionné trop. Et puis, j'adorais les gestes techniques. J'ai aimé très fort ça quand je suis rentré à l'école de cinéma. J'adorais m'occuper, voilà, faire le point comme fait monsieur, etc. Porter les pieds de projecteur, installer les lampes, les réflecteurs. J'adorais ça. Donc en fait, ma vie a été une vie de technicien, d'ouvrier du cinéma, puis de technicien du cinéma. Et du coup, je me dis, ben voilà, c'est à mon âge canonique que je deviens enfin le critique de cinéma que j'aurais rêvé être. Parce que bien sûr que ça me trotte dans la tête des trucs, des bouts de films, des rapprochements, des idées, des théories, etc. Et donc du coup, ce spectateur, c'est un peu pas la somme, c'est des bribes de tout ce qui me trotte dans la tête autour du cinéma depuis longtemps. Et donc de faire un tout petit peu œuvre critique. Mais je me souviens par exemple la première fois que j'ai eu un article publié, c'était dans Positif. J'avais présenté des films, c'est quelque chose que j'adore faire, comme Milo Machado Graner dans Spectateur. J'adore montrer des films. Alors j'avais montré à la Cinémathèque Vania 42e rue, le film de Louis Malle, et j'avais écrit un texte sur Vania 40 Second Street qui était mes notes de préparation. Michel Simon m'avait dit, est-ce que vous ne voulez pas être publié dans Positif? J'avais dit avec grande joie. Et donc je devenais enfin critique de cinéma, mais pas du tout à 20 ans, mais à 55 ans. Vous voyez, donc c'est mon trajet. Bon, allez, on commence le film dans 10 minutes, dépêchez-vous. C'est un film russe ou bulgare. C'est un film tchèque. C'est un film tchèque. Le titre du film, c'est Les Petites Marguerites. Non, c'est pas autobiographique. Moi, je montrais, c'était une autre époque du cinéma. Je montrais même pas les films de Forman. On montrait le nouveau cinéma brésilien, on montrait les premiers films du cinéma allemand, beaucoup de cinéma muet, bien sûr. Mais ça ne m'est pas arrivé de montrer des films de Chytilova. Je ne suis pas sûr qu'il existait de copie 16, parce qu'il y a eu tous les problèmes avec la censure tchèque et la frilosité communiste, vous voyez, des associations pour montrer le film de Chytilova, qui est un film très très subversif. Et moi j'avais vu, c'est un film que je connaissais, que j'ai vu plus tard dans ma vie, que je trouvais incroyablement subversif, et la copie restaurée était magnifique. Puisque le film était ressorti, donc du coup je me suis dit, il faut montrer ça, quoi. Et puis je trouvais qu'il y avait quand même pas beaucoup de cinéastes femmes. Il m'importait d'avoir le plus de cinéastes femmes voilà, dans cette époque-là, où les femmes prenaient la parole, mais plus en tant qu'actrices qu'en tant que cinéaste. J'aimais que ce soit une femme avec ces deux actrices qui prennent la parole dans ce film qui est un brûlot. Et ça me plaisait aussi parce que j'ai des amitiés tchèques, que c'est un pays qui compte pour moi, que les films de Miloš Forman que j'ai vus avant les films de Chytilova ont été très importants pour moi. Et il y a une maturité dans le cinéma tchèque de cette époque, Chytilova, Forman, Passeur, etc., que la Nouvelle Vague n'avait pas. Hein. C'est-à-dire que comme ils vivaient dans des systèmes d'oppression, tout d'un coup, ils ont mûri beaucoup, beaucoup plus vite que les jeunes hussards de la Nouvelle Vague, quoi. Il y a une maturité de leur cinéma qui sidère. En film d'action que j'ai réellement aimé, il y a Largo Winch, que j'ai profondément apprécié. Il y a aussi, bien évidemment, les Missions Impossibles, les James Bond, et un film romantique, Les Demoiselles de Rochefort. C'est vraiment un film qui m'a profondément marqué. On s'est dit très vite à l'écriture, quand on commençait à travailler, je me suis dit, je ne veux pas que ce soit ma cinémathèque à moi. C'est-à-dire, le film s'appelle Spectateur avec un S et un point d'exclamation, c'est au pluriel. Et donc c'est les spectateurs. Et je ne pense pas qu'il y ait une façon mieux d'être spectateur. Je ne crois pas à la théorie qu'il y ait des surspectateurs qui soient les critiques de cinéma et que nous, on serait, nous, peuple des salles obscures, les humbles spectateurs qui avons un avis moins éclairé. Pas du tout. Je pense que c'est égalité. Donc je voulais des films que nous avons en partage. Voilà, on partage des films. Donc il y a des films qui sont extrêmement importants pour moi. Vous parlez du Chytilova, je pense à
un autre cœur du film, qui est la partie la plus longue, qui est sur Shoah, de Lanzmann, qui est un film qui a compté énormément dans ma vie, qui continue à compter beaucoup dans ma vie. Mais il y a des films que j'aime moins. Mais les images que j'ai montrées me plaisent et elles correspondaient au récit. Donc je voulais pas que, si vous voulez, l'idée principale, c'était d'être contre l'échelle de valeur. Voilà, c'était ça. Qui n'est pas un film noble et des films qui sont moins bien, qui sont populaires. C'est l'idée que tous les films sont libres et égaux en droit et que les films sont à égalité. Les chefs-d'œuvre, les films où il y a un éclair de génie ici et moins là, etc. Je ne sais pas, il y a un plan qui me fait rigoler dans Broken Arrow, comme ça, quand on voit Travolta qui se prend une bombe en plein estomac et qui explose dans un train. C'est virtuose la façon de monter, c'est bricolé parce que on voit comment c'est fabriqué, etc. C'est absolument délicieux. Est-ce que Broken Arrow c'est le meilleur film de Johnny To? Non, pas du tout. C'est un film. C'est des images qu'on peut partager, qu'on peut négocier, comme des enfants dans une cour de récréation qui négocient des cartes de Pokémon. Et du coup, avec ça, qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique des idées. Avec des bouts de films, on fabrique des idées. Et il y a un autre film d'un cinéaste comme ça et je suis très heureux que Charles ait réussi à débrouiller les trois, parce que ça m'importe. C'est le King Kong de John Guillermin. John Guillermin est un réalisateur pour qui j'en pense rien, je ne pense pas à ces films, j'y pense jamais, c'est pas quelqu'un qui m'occupait de ça. On cherchait quelque chose sur l'eau, la puissance de l'eau, etc. Il y avait déjà les films de Alice Guy au début, qui montraient au début du film, ils cherchaient ça. Et on cherchait dans les trucs, on s'était dit, ah ouais, Mission de Joffé, comme ça, quand ils escaladent la cascade. Ouais, c'était compliqué, parce que comme c'était un film religieux, le producteur était moyennement chaud pour nous vendre les droits de son film, etc. Je dis, mais non, on va faire un truc. C'est quand Jessica Lange est dans la main de King Kong et qu'elle plonge dans l'eau comme ça, c'est tellement magique, quoi. Et je me dis, c'est une image qu'André Breton aurait adorée. Et on s'en fiche si Guillermin, c'est un grand cinéaste ou pas un grand cinéaste, on s'en fiche. Moi, je ne crois pas à la théorie des auteurs. Je crois à la politique des auteurs, qu'il faut défendre l'auteur. Mais la théorie des auteurs, que tout ce qu'il y a de beau dans un film, c'est l'auteur, c'est pas vrai. Des choses qui sont magnifiques, qu'on doit au directeur de la photographie, qu'on doit aux acteurs, bien sûr, aux scénaristes, etc. La beauté, elle arrive par plein d'endroits. Et donc, du coup, je crois que c'est ça qui est magique au cinéma, c'est qu'il y a toute une part du travail qui est fait pas par le cinéaste ou la cinéaste, mais qui est aussi fait par le spectateur. C'est tout d'un coup, il regarde un film et dit, là, il y a de la beauté. Et vous voyez quelque chose qui est miraculeux. Par exemple, cette scène de la bombe dans Broken Arrow, par exemple, vous voyez des tout petits moments comme ça, qui tout d'un coup, la beauté, elle éclot au milieu d'un film. Et c'est comme ça, donc il y a une logique d'association d'idées, d'association libre, où voilà, alors moi je disais un titre, Fanny Burdino, la co-scénariste, elle disait un autre titre, on s'échangeait des titres de films sur la base des textes que j'avais écrits. Sur l'écran, un pur miracle de cinéma. La gloire du sourire offert de Julia Roberts ou une larme au coin de l'œil de Claudette Colbert. Il y avait une scène qui m'importait, c'était le sourire de Julia Roberts et le It Happened on One Night, New York-Miami, Claudette Colbert, qui est un éloge de ce mouvement que Cavell décrit quand une femme prend le pouvoir sur le film, sur le réalisateur. Ça arrive avec Julia Roberts dans Notting Hill, ça arrive dans It Happened One Night à égalité Clark Gable et Claudette Colbert, mais elles prennent le pouvoir sur Capra. Et tout d'un coup, les acteurs arrivent à tenir un discours et voilà. Le film ne portait pas là-dessus. Mais il m'a importé que dans les incarnations de Paul Dédalus, il y a une des incarnations qui est jouée par Olga Milstein. Comment je sais si je suis réveillée ou si je suis endormie? Qui est Paul Dédalus en fille. Et alors là, c'est une scène où évidemment, je pense à vivre sa vie, puisque quand on écrivait, c'est le moment où Godard était en train de mourir. Et il y a une étudiante qui est dans un café. Et puis voilà qu'il y a une philosophe à côté, c'est Sandra Logier. Les deux femmes commencent à parler. Elle dit, mais comment est-ce que je peux savoir si je suis réveillée ou si je suis endormie? Et c'est la question cartésienne, qui n'a pas vraiment de réponse, ou qui a plusieurs réponses, et Sandra lui répond. Et voilà, et filmer le visage d'Olga Milstein, sa perplexité, est-ce que les films nous rendent meilleurs, est-ce que les films nous aident, est-ce que ça nous aide à vivre, ou est-ce que ça nous fait oublier de vivre, ou nous souvenir de vivre. Toutes ces questions, elles sont développées au café par un Paul Dédalus en fille. Donc j'avais l'impression que ces figures féminines, elles existaient ou par l'incarnation de Paul Dédalus, ou par la scène sur les amours, où on voit effectivement des personnages féminins qui tout d'un coup revendiquent leur émancipation à l'écran par la pure puissance de leur jeu, quoi. Il n'y a rien qui vous le dira dans l'expérience même. Vous pouvez pas le savoir. Mais
Si vous posez cette question, c'est que vous êtes éveillé. Ce que j'aime bien au cinéma, c'est une des tâches du cinéma. Si vous voyez, il y a des mots qui flottent, des idées qui sont tout en l'air, au ciel, comme ça. Stanley Cavell, c'est dur à lire, oui, c'est très dur à lire. Et vous prenez les idées, vous les ramenez sur la table. Voilà. Vous les ramenez, vous les partagez. Vous dites, voilà, c'est simple. C'est simple que la vie est compliquée. C'est très simple à comprendre que la vie est compliquée. Donc, voilà, donc la vie est compliquée, donc prenons les mots. Mais j'aime pas l'idée de laisser comme... C'est toujours cette idée d'échelle de valeur, vous voyez, qui est des mots qui appartiennent à la bourgeoisie ou aux gens qui ont fait des études, etc. Mais non, non, on prend tout ça parce que c'est joli, c'est des beaux objets, et on les ramène, on dit comment est-ce que je peux fabriquer ma vie avec ça, ici et maintenant. Donc il y a un côté de musical, vous voyez, dans l'idée d'aller prendre des idées qui flottent et de les ramener dans la vie. Et c'est ça que moi je trouve délicieux. Pendant qu'on écrivait avec Fanny Burdino, donc, on a appris que Godard avait choisi de mourir. Photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Donc les échos godardiens, il y en a plein dans le film. Cachés, obscurs, évidents, celui de Vivre sa vie, Le petit soldat, le Baudelaire, Le voyage, qui est dans GLG, la musique de fin, qui appartient à Prénom Carmen, la chanson de Tom Waits. Il y a des formes comme ça qui transitent. C'était l'objet du dialogue qu'on avait, c'est que nous, c'était pas le même objet que celui de Godard. Godard, c'est un film sur les grands créateurs, et nous, c'est un film sur les spectateurs. Juste nous, qu'est-ce qu'on fait avec les films, qu'est-ce qu'on fabrique avec les films. Donc c'est pour ça que je revendiquais le titre et que je rajoutais avec ce point d'exclamation, c'est qu'est-ce que nous, on fait à fabriquer avec les films. L'histoire de l'art, elle a été faite par Godard, elle a été faite par Élie Faure, elle a été faite par Scorsese, pour le cinéma français, elle a été faite par Tavernier. Nous, c'était pas ça. Nous, on n'est pas du côté des artistes, on est dans la salle et on dit qu'est-ce que nous, on fabrique. Et ça c'est Cavell. C'est qu'est-ce que nous, on fabrique avec les films, ici et maintenant. Donc du coup, j'arrivais à démarquer très légèrement l'objet en disant c'est pas une histoire du cinéma, c'est pas une histoire du cinéma, c'est une histoire des spectateurs, c'est pas exactement la même chose. Et donc c'est dans ce petit pas de côté que j'arrivais à trouver une petite liberté pour exister à côté de montagnes telles que Godard ou Scorsese. Avec le Losange, on a tourné le film énormément, donc j'ai rencontré beaucoup de spectateurs. C'est des rendez-vous très nourrissants pour moi, très bouleversants. Et il y a quelque chose qui est étrange, c'est que quand vous faites un film, je ne vais pas réutiliser les mots de Walter Benjamin, mais c'est un objet qui se déplace, puisque vous avez des copies, et puis c'est la reproductibilité technique. Vous n'avez pas une copie, vous en avez plusieurs, donc elles circulent. Donc par définition, le cinéma, vous ne savez pas qu'est-ce qui vient voir vos films. Vous ne savez pas. Et vous voyez, là, on fait les bonus DVD, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura le DVD. Quelqu'un qui a 14 ans qui prend la DVD dans la DVD-thèque de ses parents, ou qui voit un bout parce que ça passe à la télé, ou qui va le voir en salle par hasard, ou par choix, ou par etc. Vous ne savez pas. Il m'est arrivé 2 fois de faire du théâtre, de faire des mises en scène de théâtre. Et c'était à la Comédie Française. Ben, je sais à qui je parle, aux spectateurs de la Comédie Française. Quand vous faites un film, vous ne savez pas. Vous savez pas. Je me suis retrouvé à côté de Naples, à montrer le film, je me suis retrouvé à Auch, je me suis retrouvé dans le nord de la France, je me suis retrouvé en République tchèque, j'ai montré le film. Et, vous savez, et les spectateurs, ils n'arrêtent pas de vous surprendre. Ils sont anonymes, c'est ça qui est magnifique, c'est que vous les connaissez quand ils sont au théâtre, et au cinéma, ils sont merveilleusement anonymes. Donc c'est un mystère complet, c'est vous écrivez une lettre, et vous ne savez pas qui va la recevoir. Ça, pour moi, c'est ma façon de penser mon travail de réalisateur. J'étais enfin plus petit que les images que je regardais. J'avais trouvé ma maison. Il y a plusieurs spectatrices et spectateurs qui m'ont dit pourquoi vous faites ce film maintenant? Pourquoi vous le faites maintenant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a 10 ans et pourquoi vous ne le faites pas dans 10 ans? J'ai une série de réponses comme ça. La première réponse qui m'est arrivée, c'est le Covid. C'est que pendant le Covid, on s'est dit peut-être un jour, les salles de cinéma se sont arrêtées et peut-être elles ne reviendront jamais. Et plutôt que de les pleurer, je pense à Fabelmans, par exemple, de Spielberg, qui vient très certainement de là, c'est de dire quelle chance on a eue. Vous voyez, on a une chance formidable, quoi. Si on avait hérité d'un trésor à la fin du 19e siècle, et donc comment est-ce qu'on peut chanter ce trésor qu'on a eu en disant on a eu une machine très simple, parce qu'une caméra, la caméra des Frères Lumière, elle est très très simple, l'objet est très très simple. Et c'est magique en même temps. Il se passe quelque chose de magique dans la salle de cinéma quand l'image elle est plus
dans la petite boîte, mais qu'elle est projetée, il se passe quelque chose que le film essaie de décrire. Et donc, du coup, cette peur, elle a fait Armageddon Time aussi, qui est un film qui vient comme ça, qui est une nostalgie, pas une nostalgie, mais dire on a eu de la chance. Et donc de le dire à d'autres générations qui peut-être ne l'auront pas ou qui le vivront d'une manière différente, parce que les jeunes gens maintenant ils voient des films sur les téléphones ou sur des tablettes ou sur des choses comme ça, etc. Et dire bah ouais, mais nous on a eu ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu l'envie de passer quelque chose. Et à mon âge aussi, bien sûr, je me suis dit bah voilà, comme maintenant j'approche de mon terme, et du coup j'ai envie de donner de transmettre ce que j'ai reçu. Vous voyez, donc de le passer. Mais je pense que quel que soit l'âge qu'on a, on fait toujours un film pour passer une image à quelqu'un d'autre. Mais il y a toujours cet anonymat, vous voyez, c'est-à-dire vous passez une image et vous ne savez pas bien à qui. Et c'est ça qui est magnifique quoi, dans le cinéma. C'est ces rencontres avec tout d'un coup quelqu'un qui vient et qui vous parle et qui vous raconte un truc sur lui quand est-ce qu'il a vu Shoah pour la première fois, ou vous rencontrez une dame qui pleure parce qu'elle vous parle d'un truc, elle vous dit mais ça c'est pour moi, c'est un film qui parle de moi. Et d'un coup vous vous rendez compte que la lettre est arrivée à son destinataire et vous ne saviez pas pour qui vous l'écriviez quand vous écriviez le film. Qu'arrive-t-il à la réalité quand elle est projetée? À la question de Cavell, il nous faut trouver une réponse, des réponses. Eh bien la réalité, elle scintille. Et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé et qui est chez Cavell, c'est dès que le cinéma c'est de la philosophie pratique. Vous faites une image, vous la projetez, et les gens ils commencent à réfléchir, à penser, à associer des idées, à construire, à polémiquer. Et c'est un objet qui nécessairement fait apparaître l'aspect philosophique des choses. Voilà, c'est ça que je pense. Et vous n'avez pas besoin d'être bac+12 pour le savoir, comme je le croyais quand j'avais 17 ans. Pas du tout. C'est mécanique, c'est la machine qui fait ça. C'est pas le cinéaste qui fait ça. C'est pas voilà. Et les critiques de cinéma, ils sont fascinés parce qu'ils voient bien que c'est des idées qui apparaissent sur l'écran. Vous voyez, vous filmez la réalité et vos soucis, c'est très simple. C'est comment faire pour que les actrices et les acteurs soient bons, que ce soit pas trop ennuyeux, que les dialogues soient amusants, que ce soit bien photographié, vous pensez tout ça, et vous le projetez, et on voit des idées. Alors c'est magique, quoi. C'est comme la caverne de Platon, c'est incroyable ce truc-là. Voilà, c'est à peu près ça, comme ça que je voyais les choses, et comme ça que je vois ce film. Et c'est ça peut-être que j'avais envie de transmettre, c'est qu'il y a une puissance propre au cinéma. Je vais prendre un exemple pour ne pas faire abstrait. Vous voyez, c'est un plan qu'on voit dans le film, un plan de Shoah, donc le film de Claude Lanzmann. Et à un moment, on voit un homme qui marche dans une pâture et on devine l'épaule du réalisateur. Simon s'arrête et regarde la pâture. Ja, das ist das Platz. Moi, je connais le plan en entier, donc je sais que le réalisateur il va rentrer dans le champ par l'autre côté quand il y a le panneau, etc. Ça veut dire quoi cette épaule? Alors vous pouvez dire c'est un hasard, c'est un pur hasard. C'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est comme le dit Paini, c'est le hasard, ce qui est inattendu, qui survient dans le cadre. C'est pas contrôlé comme la peinture vous voyez, ou la photographie où vous pouvez choisir le bon photogramme. Non, non, c'est un bout de vie, quoi. Donc il y a le hasard, il y a l'épaule de Claude Lanzmann qui arrive. Alors est-ce que Claude protège, vous voyez, son personnage? Est-ce qu'il est impressionné? Est-ce qu'il le suit? Est-ce qu'il le précède? Est-ce que c'est pour ne pas le laisser seul? Est-ce qu'on peut laisser seul quelqu'un devant un processus de destruction ou est-ce qu'il faut l'accompagner? Est-ce que la tâche du cinéaste, c'est pas d'accompagner des gens qu'il n'a pas pu accompagner pendant le processus de destruction? Donc ce que vous voyez, c'est une idée. Et c'est juste un bout d'épaule, c'est une tendresse aussi, c'est un sentiment, c'est tout ça, c'est une amitié entre les deux personnages. Vous voyez, et tout ça, c'est un bout d'épaule dans un cadre. C'est-à-dire la profondeur philosophique que vous pouvez avoir tirée d'une image, elle est infinie et elle passe par les sentiments, la sensualité, l'immédiateté, le hasard. Et c'est ça que je crois que c'est ça que j'ai essayé de partager avec les spectateurs d'une manière divertissante, plus divertissante que je le suis devant vous. Donc tu vas voir le Coppola? Je vais le revoir. Ah, parce que t'as déjà vu le film? Ah oui, hier. Et pourquoi t'y retournes? Bah les films qui comptent pour moi, j'aime bien les voir plusieurs fois. Combien de fois? Je sais pas, 3 fois. 3 fois? Mais pourquoi? Bah la première fois, c'est pour découvrir. La deuxième fois, c'est pour admirer. Et après, c'est pour apprendre. Moi, j'adore revoir les films. Je les vois souvent, les films que j'aime bien et même des films que j'aime moins. J'aime bien les revoir. C'est troublant parce que, vous voyez,
Je pensais ça parce que je suis retourné voir une pièce de théâtre il n'y a pas longtemps. J'ai vu à 15 jours d'affilée, je suis retourné la voir. Évidemment, je n'ai pas vu le même spectacle, puisque c'est joué différemment, c'est une autre soirée, etc. Au cinéma, c'est le même film. Le film, il n'a pas bougé. Alors, des fois, dans les projections heureuses, vous voyez des trucs que vous n'aviez pas vus la première fois. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'il y a tellement de travail derrière un film, il y a tellement de gens qui essayent de parfaire, etc. Vous dites, ah oui, mais alors ça voulait dire ça, etc. Et tout d'un coup, et puis il y a le dépôt du temps en vous. C'est quand vous voyez le film à différentes époques de votre vie. Vous voyez, on parlait de Licorice Pizza. Quand je l'ai revu, je croyais que la partie avec les matelas d'eau m'intéressait moins. Ça ne m'intéresse pas, les matelas d'eau. C'est le film de Paul Thomas Anderson, où c'est un jeune homme qui vend des matelas à eau, etc. Le film est délicieux parce que l'actrice est absolument formidable et toute l'histoire de la romance entre les deux est super, etc. Et l'histoire du matelas à eau, je m'en fiche un peu. Et puis quand vous revoyez le film, vous dites non, c'est pas du tout un film sur ça, c'est pas là-dessus. Et puis tout d'un coup, vous revoyez, vous êtes capable de refabriquer le film. Vous voyez, la vie, ça passe tellement vite, ça passe comme ça. Et puis au cinéma, c'est des bouts de vie, mais vous pouvez le revoir. C'est incroyable. Si vous pouviez, mais c'est le fantasme qu'on a tous depuis qu'on a 6-7 ans. C'est si je pouvais refaire ce que j'ai fait hier après-midi, mais mieux. Et en fait, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez repasser dessus et dire ah non, là j'ai réussi. Et puis ça vous apprend la vie, cet exercice. Et l'idée de revoir, le travail de revoir un film, et de tout d'un coup, un truc qui vous avait échappé. Tout d'un coup, ça prend un sens, mais c'est ce travail que nous faisons spectateurs. La réalisatrice ou le réalisateur, elle a déjà fait son travail, mais vous le voyez. Quelle n'a pas été ma joie? Là aussi, je n'aimerais pas être abstrait. Alors, je vais prendre un exemple, et du même film, puisque c'est un des films que j'aurais le plus vu dans ma vie, donc Shoah de Lanzmann à nouveau. Vous voyez, il y a une scène, je me souviens très bien la première fois que j'ai vu le film. C'est une scène tout à fait surprenante qui n'est pas dans le spectateur. Le film se passe un peu partout dans le monde, et comme ça, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Pologne, vous êtes en Israël, vous êtes un peu partout en Allemagne, etc. Et à un moment, la caméra est au-dessus d'un cheval dans une charrette, avec un cheval qui est décoré avec des petits pompons rouges, et vous êtes à Corfou. Voilà. Et tout d'un coup, moi j'ai le sentiment de la sensualité de cette scène. Vous avez le soleil de Corfou, et tout ça. Vous marchez, vous approchez près du quartier juif, du ghetto juif de Corfou. Et vous approchez. Et j'ai le souvenir, comme ça, du son des clochettes. Voilà. Ça m'a empli, vous voyez, cette scène. Et j'ai appris quelque chose de cette scène quand je l'ai vue. Je me suis dit, ah bon, ben alors, on allait exterminer des Juifs jusqu'à Corfou. Quelle folie, comme ça. Mais quelle est sa fonction dans le récit? Ben ça, je ne vais pas vous le dire, mais je l'ai compris la dernière fois que j'ai vu Shoah, il y a 1 an. J'ai vu, je me suis dit, putain, c'est comme ça que Lanzmann, il a construit son film, c'est trop fort. Il y a le mystère, pourquoi il y a cette scène? Ben ça, il m'aura fallu 30 ans pour comprendre pourquoi le film il était construit comme ça et qu'il y avait ce détour par Corfou, qui n'est pas du tout un détour, qui est au cœur du récit même de cette partie de Shoah. Et ça, c'est le fait que quand vous revoyez des films qui sont des bouts de vie, eh ben, la vie, comme je le dis dans le spectateur, elle scintille. Et tout d'un coup, vous êtes capable d'attraper ce sentiment. La première fois, vous êtes tellement fasciné que vous n'arrivez pas à l'attraper. Et peu à peu, ce sentiment, ce poudroiement du sens sur l'écran, il vous appartient. Il vous appartient. La vie vous appartient. C'est quand même incroyable. Non. Paul. C'est un truc qui m'épatait avec les films. Quand j'étais petit, c'est que les films, ils veulent dire des trucs. Ils nous disent des trucs. Et je me disais, mais pourquoi ils ne le disent pas clairement? Pourquoi c'est caché dans le film? Et c'était ça, quelque chose qui est caché. Alors je vais passer par un récit autobiographique, là aussi pour être très concret. Vous voyez, j'ai le souvenir comme ça, dans le Nouvel Observateur, il y avait un article de Jean-Louis Bory, que je n'étais pas capable de lire parce que j'étais trop jeune, mais j'étais capable de lire le titre. Et c'est sur le livre de la jungle. Vous voyez, le dessin animé de Walt Disney. Et à France Inter, il y avait l'émission Le Masque et la Plume, et je voyais ma mère qui écoutait les gens et Jean-Louis Bory qui parlaient de ça. Et il parlait d'un dessin animé, c'est-à-dire d'un film pour moi. Vous voyez, et c'est des gens très savants, adultes, qui disaient des arguments très savants, des phrases très drôles, etc., qui polémiquaient. Le film allait sortir, et donc je demandais à ma mère, je dis, comme nous on est une famille de gauche, je n'aurai pas le droit d'aller voir le film, parce que j'ai entendu dire que c'était un film de droite. Et elle me dit, oui, mais tu auras le droit quand même, etc.
Donc j'ai vu la film. Et c'était quoi la polémique? La polémique, c'est que dans le film, il y a le roi des singes qui chante « Je voudrais être un homme ». Et en fait, c'est chanter la chanson, qui est une très bonne chanson, est chantée par Louis Prima. Et on peut dire, c'est ce que défendait Jean-Louis Bory, c'est que cette lecture du film, c'est que, en fait, c'est un Africain-Américain qui chante « Je voudrais être un blanc ». Et que la scène est effroyablement raciste. Voilà. Et je me disais, mais c'est dingue. Dans un dessin animé, il y a un mystère, il y a un secret. Vous voyez, on peut dépioter la scène, on peut la fabriquer, on peut dire, ah mais oui, en fait, bien sûr, c'est la métaphore de ci, c'est la métaphore de ça, etc. On peut se servir pour être à gauche, à droite, avoir des inclinations mauvaises, avoir une détermination antiraciste, etc. Vous voyez, tout ça avec un dessin animé. C'est-à-dire qu'il y a des secrets dans les films. Mais ces secrets, ils nous appartiennent à nous. Alors, il y a des gens qui les ont placés, c'est les grands auteurs, mais nous, ces secrets, maintenant, ils sont à nous, ils nous appartiennent, et on peut se construire une meilleure vie avec ces secrets.